sur les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé à 21h30. Free TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre à cette émission, le tribunal de l'actualité sur WattFM, également sur Free TV. Bienvenue à cet instant de jugement de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Vous le savez, c'est tout un plaisir de vous retrouver à ces instants à cette émission, le tribunal de l'actualité. Jacques Brel, le chanteur et compositeur français, est connu pour son franc-parler et ses opinions. Il a dit ceci un jour: mettez 11 imbéciles d'un côté, 10 philosophes de l'autre, les imbéciles l'emporteront forcément. C'est ça la démocratie. Bonne méditation en cette journée du 26 novembre 2020. Bienvenue à cette 4e convocation du tribunal de l'actualité. Et vous nous suivez tous les jours, de lundi au vendredi, à partir de 8h pour le direct, sans oublier les versions rediffusées. Notez bien, à la télé, c'est 21h30 temps universel. Et sur WattFM, la fréquence est 100.8. Et également, à l'heure, c'est 22h temps universel. Merci encore une fois. Mon nom est Loukman Sanfo, président de ce tribunal de l'actualité, juge au siège. Geoffroy Vaha, bonjour. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Et merci également à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre. Alors, ce matin, encore une fois, on va parler de démocratie parce que en septembre dernier, l'ONG Africa Jom Center a publié son rapport annuel sur les états de pays de la CEDEAO aujourd'hui, intitulé « Les nouvelles pathologies de la démocratie en Afrique, crise de l'état de droit, de la démocratie représentative et de la gouvernance ». Et le rapport, il faut le savoir, documente donc les malaises sociaux, les tensions, les violences politiques qui, pour la plupart, découlent et ont découlé d'ailleurs des réformes constitutionnelles et du suffrage universel avec des élections plus ou moins contestées en Afrique de l'Ouest. Et mardi dernier, l'ONG Diakonia Burkina Faso a organisé un panel sur ce rapport et les interventions ont tourné autour du cas spécifique du Burkina Faso, allant des élections couplées de 2020 à des problèmes sociopolitiques que connaît le pays, le Burkina Faso. Et actualité faisant donc, nous nous sommes intéressés donc à ce rapport et nous avons saisi le point focal de Africa Jom. Il est membre expert sécurité en la personne de Mamadou Savadgo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission. C'est les avant-propos du juge au siège. Merci encore une fois de votre fidélité au programme du tribunal de l'actualité. Je me retourne vers Geoffroy Vaha. Oui, qu'est-ce que vous avez à partager ce matin? Oui, j'aurai deux avant-propos. On l'avait déjà abordé hier, la question des commissaires qui avaient rompu les rangs et qui aux nouvelles sont revenus. On n'a pas eu trop les raisons pour lesquelles ils sont partis, mais nous on a plus ou moins compris. J'ai dit c'est déjà bon que ça se passe avec l'entièreté des commissaires, parce que quoi qu'on dise après, le processus en lui-même peut être vu d'une certaine façon, mais quand cela ne tienne, peut-être après on aura quelques explications. On attend encore aussi peut-être que l'opposition nous annonce, et c'est peut-être ce qu'on pourrait espérer, que les voies qu'on connaît seront celles-là qui seront utilisées pour demander réparation ou pour exiger ceci et cela.
Mais je dis, c'est un processus qui a été fort critiqué. Et les résultats qu'on continue de donner, il y a toujours ce arrière-goût amer là qu'on a parce que tout ne s'est pas bien passé comme on le voulait. Mais il y a des Burkinabés qui ont voté et qui attendent de savoir qu'est-ce que ça a donné. Je pense que c'est ça le principal à la fin. Et on espère que les choses, parce qu'on nous a dit que ça devrait être à 10h aujourd'hui, qu'on devrait connaître définitivement qui est président. Et provisoirement, il faut le préciser, parce qu'il y a encore le processus qui continue. Voilà, il y a d'autres étapes après. Donc, beaucoup de douleur, mais l'accouchement finira. Maintenant, on attendra de voir ce que ça va donner et tout. Mais je dis, le plus important, c'est que ça ne se passe pas comme ailleurs. Parce qu'on a tous eu un pincement au cœur de voir comment les consultations électorales deviennent des virages très dangereux et même chrysogènes, alors que c'est des moyens d'ancrage d'une démocratie et d'une bonne gouvernance en tant que telle. Donc ça devrait être des opportunités, et chez nous c'est beaucoup plus des problèmes. Et on craignait à un moment donné que nous ne soyons à un moment donné aussi cités comme des mauvais exemples qu'on cite ailleurs. C'était mon premier avant-propos. Le deuxième, c'est une fois n'est pas coutume parler sport. Il y a un grand monsieur qui est parti, Diego Armando Maradona, et c'est un grand monsieur qui nous a tous fait rêver avec la dextérité avec laquelle il ne touchait même pas le ballon, il le caressait, c'était ça faisait comme partie de lui-même, et nous on le regardait. Il avait cette façon de jouer à l'africaine que nous aimions, c'est des dribbles. On se rappelle de son but que c'était qualifié comme étant le plus beau, c'était l'Angleterre, où il passe en revue toute l'équipe d'en face, parce qu'il a ce génie là. C'est que ça se fait presque sans effort, et même quand il triche un peu, c'est-à-dire c'est de la main, on y voit ici du divin, on dit c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. C'est quelqu'un que, en tout cas, le monde a porté dans son cœur pour ce qu'il a apporté et puis pour ce qu'il a été. C'est vrai qu'il y a eu des déboires, quoi qu'on dise. C'est quelqu'un aussi qui a été clivant. On se rappelle qu'il a été beaucoup positif aussi pour ce qui est des tests de drogue. Et on se rappelle aussi je pense que c'était Coupe du Monde, non, lorsqu'il a fait un petit doigt lors d'un petit match contre un pays africain, et ça a courroucé un peu le continent. Mais bon, vous savez, c'est aussi celui qui, après le match face au Cameroun, et après avoir essuyé une défaite avec la plus petite des marques 1-0, il a été le seul joueur quand même à accepter de changer le maillot avec un autre joueur africain. Donc c'est cet homme-là en fait qui est parti après avoir fêté son 60e anniversaire. J'ai voulu m'y arrêter pour qu'on sache aussi que même quand on peut faire rêver tout un univers, parce que ce qu'on fait, on le fait bien, on le fait avec passion. On peut avoir nos défauts, personne n'est parfait, mais vous pouvez marquer votre histoire, vous pouvez marquer votre temps, pour peu que ce que vous faites, vous le faites bien. Et je pense que Maradona nous a fait rêver parce qu'il savait jouer au ballon, et il le faisait bien, il le faisait avec passion. Merci à vous de marquer cet instant d'hommage à Maradona pour terminer votre avant-propos. Maradona, c'est une légende, et comme on le sait, les légendes ne meurent pas. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis à cette émission, le tribunal de l'actualité. On va maintenant parler de démocratie avec notre invité, parce qu'il fait partie d'une structure qui fait des études, et la crise de plus en plus grave de l'état de droit, de la gouvernance, des élections, de la sécurité, le reniement des autorités de leurs engagements internationaux en matière de droits humains et de démocratie, mais surtout le syndrome de la présidence à vie. Ce sont là les nouvelles pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré Afrikajom Center, qui a fait donc son diagnostic. Et dans ce diagnostic, on peut apprendre par exemple que le Parlement est devenu résolument une chambre d'enrichissement des désirs de la majorité présidentielle. Les coups d'État électoraux sont de plus en plus sophistiqués. Les mouvements sociaux, heureusement, peuvent devenir en tout cas vainqueurs de pires dictatures. Voici autant d'éléments qui nous intéressent
s'intéresse à cette émission, le tribunal de l'actualité, puisque le rapport a fait l'objet d'un panel, d'une table ronde, va-t-on dire, organisée par l'ONG Diaconia, et nous avons la chance d'avoir l'un des experts membres de ce Afrikajom, donc pour en parler de l'état de la démocratie en Afrique et particulièrement les cas précis du Burkina Faso. Monsieur Savadou, encore une fois, bienvenue. Merci. Commençons naturellement par une présentation de Afrikajom Center. C'est quoi? J'ai parlé d'ONG, mais tout à l'heure vous me disiez en off que c'est un think tank. Alors expliquez-nous clairement. Merci. Afrikajom, c'est un think tank sénégalais. C'est un laboratoire d'idées et de recherche et de formation sur le renforcement de la capacité des institutions, des États sur l'état de droit et sur le respect des droits humains. Et donc, c'est un think tank qui a été créé par un doyen, un activiste depuis les années 80 qui s'appelle Monsieur Alioune Tine et qui est bien connu sur les questions de droits humains et autres. Questions de droits humains et aussi qui est bien connu sur le plan international et qui est aussi un consultant pour les Nations Unies et il s'implique un peu partout là où il y a des questions de violation des droits de l'homme et là où il y a le besoin de rétablissement de la paix. Et sa dernière intervention date de celle de la Guinée où il a tenté de convaincre le président de se retirer pour son troisième mandat. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais bon, on y est allé quand même. D'accord, donc un think tank, c'est un laboratoire d'idées. Et est-ce que c'est votre premier rapport? On parle de rapport annuel, mais est-ce que de par le passé, vous avez ourdi de tels travaux qu'on peut partager déjà? Oui, l'année passée aussi on a fait un rapport parce que le think tank est né il est jeune, il est né en 2018. Okay. Et donc on a fait le premier rapport l'année passée. Et bien sûr, on pourra vous le partager, il n'y a pas de souci. Et c'est aussi, si vous voulez, c'est un scanner sur tous les États de l'Afrique de l'Ouest, l'état de droit, les grands défis qui minent l'Afrique de l'Ouest. Et présentement, les plus grands défis en Afrique, c'est la crise de la gouvernance, c'est les crises politiques et les crises surtout sécuritaires. Et donc, et aussi les crises environnementales. Donc, c'est sur ces grands défis-là qu'on s'appesantit et pour pouvoir faire des recommandations surtout à l'endroit des dirigeants et aussi faire des plaidoyers au niveau des partenaires techniques et financiers. Nous connaissons tout le combat de M. Tine sur les questions de droits humains et les questions de démocratie en Afrique. Mais quand on en vient à l'organisation d'un centre de recherche, d'un think tank, alors d'aucuns se pose la question, est-ce que cela répond véritablement aux critères d'un institut capable donc de faire des recherches qui puissent être prises en compte à la fois par les différents acteurs qui sont concernés par la question? Est-ce qu'il y a un comité scientifique? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il y a comme crédit scientifique dans votre organisation? Oui, il y a un grand panel de scientifiques, de chercheurs, de personnalités qui composent le think tank et ils viennent d'horizons divers. Donc moi j'en suis le représentant ici au Burkina Faso. On en a au Niger, et au Sénégal, au Mali et au Cap-Vert, un peu partout. Et donc c'est des grandes personnalités et c'est des chercheurs qui sont engagés sur des thématiques bien précises. Maintenant, pour ce qui concerne de la qualité de la recherche, voilà pourquoi on a diversifié un peu nos sources. Donc, et puis on est sur le terrain. Donc ça nous permet d'avoir des sources fiables, des sources qui viennent directement du terrain et aussi on a la rigueur scientifique et d'un think tank. Donc ce qui nous fait que renforcer notre rapport et aussi on est écouté plutôt par pas mal d'organisations internationales comme Ushiwa et Konrad Adenauer et les Nations Unies, FUNIAB, voilà. Donc je pense que c'est au regard du sérieux de notre travail qu'ils nous viennent en appui, qu'ils nous écoutent. Et notre dernière grande conférence date du 5 novembre passé.
voilà, où on a tenu l'état général sur le plan sécuritaire en Afrique de l'Ouest, où on a réuni tous les grands chercheurs en Afrique de l'Ouest, et donc pour se pencher sur les questions effectivement des troisième mandats, et surtout sur la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest et dans les pays du G5 Sahel particulièrement, qui concerne le Burkina aussi. Ma dernière question de généralité, c'est vrai, quand on a ce type de think tank qui est africain, on en est fier souvent, mais la plupart du temps, quand on gratte le vernis, on se rend compte que derrière, il y a encore des intérêts, comme diraient les autres, impérialistes qui sont là, qui guident, qui téléguident. Est-ce que vous pouvez nous garantir véritablement que Afrikajom est d'une indépendance indiscutable et que derrière il n'y a pas ce financement aux origines, douteuses? Absolument, je peux vous garantir cela, d'autant plus que dans notre manière de voir, dans notre manière de penser, nous pensons africains. Et si vous voyez le nom Afrikajom, ça a un suffixe Djoula et un suffixe Wolof. Et donc, qui veut dire l'avenir, affronter les grands défis de l'avenir, et aussi conserver la dignité et les valeurs humaines et africaines. Alors, et pour ce qui concerne des visées, si vous voulez, impérialistes et coloniaux dont vous en parlez, je pense que nous essayons d'être à la hauteur, et nous essayons de prendre un certain recul pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux-là. Et donc, c'est pour ça que Alioune Tine, dans sa conception de ce think tank-là, compte d'abord sur les valeurs africaines et aussi sur les intellectuels africains. Et la plupart de ceux qui interviennent n'interviennent pas pour des questions financières, mais interviennent de façon bénévole, parce qu'ils croient que l'avenir, et l'Afrique a un avenir, et ils croient que il n'y a que les Africains qui puissent vraiment venir au secours des Africains. Et donc, la plupart de nos plaidoyers d'ailleurs, nous sommes contre le fait que l'Afrique trouve des solutions chaque fois au niveau des Occidentaux, ou bien nous sommes contre le principe que ça soit les autres qui dictent ce que l'Afrique doit faire. Nous partons du principe que l'Afrique doit trouver des solutions endogènes et africaines, et à l'africaine, propres à l'Afrique. D'accord. Voilà. Geoffroy, je vous passe la parole. Oui, moi j'aurais une seule question de généralité, parce que lorsque nous entendons toujours parler des think tanks, c'est des experts derrière, c'est des personnes qui sont très averties de questions et qui jettent un regard qui n'est pas complaisant en tout cas sur un certain nombre d'éléments. Vous êtes sur les questions de bonne gouvernance et on va venir dans le détail sur ce qui peut s'appeler la démocratie et autres, mais quelquefois aussi c'est que ceux que vous critiquez, eh bien ceux que vous regardez au crible, c'est des personnes aussi qui sont souvent entourés d'experts, si ce n'est qu'eux-mêmes sont des experts. On va citer à l'appel, on a nos présidents, vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo, c'était un historien. Vous allez prendre Condé, c'est pareil, c'est des gens qui sont à un certain niveau. Vous prenez Alassane Dramane Ouattara, il est à un certain niveau, il est entouré de personnes qui sont même pas éclairés, mais qui doivent éclairer même sur certaines questions. Vous prenez quelqu'un comme son ancien, celui qui a été ministre de la Recherche, qui disait que c'était pas possible que Alassane fasse un troisième mandat, qui plus est, était le conseiller juridique de Alassane Ouattara. Après, quand il a vu comment les choses fonctionnaient, où il était en train d'aller, il a dit lui-même, le président lit mieux le droit que moi. Je veux dire, est-ce que nos intellectuels à la fin, ils ne disent pas la vérité lorsqu'ils ne sont pas liés à des intérêts, et que lorsqu'ils passent de l'autre côté, ce n'est plus l'intellect peut-être qui parle, et que c'est l'intérêt. À la fin, l'intellectuel africain, c'est quoi? C'est celui qui dit la vérité lorsqu'il ne mange pas encore, et qui ferme sa bouche lorsqu'elle est pleine. Je suis parfaitement d'accord avec vous, et je suis d'avis avec vous qu'aujourd'hui, nous avons cette perte des valeurs, des luttes qu'ont mené nos ancêtres et nos grands frères d'avant, surtout après les indépendances. Si vous avez remarqué, après les indépendances, il y avait un link entre tous les intellectuels africains.
et ils combattaient la même chose. Et ils étaient tellement liés, bien qu'il n'y avait même pas Internet, bien que les moyens de communication n'étaient pas. Et vous voyez qu'ils produisaient beaucoup, ils publiaient beaucoup. Mais de nos jours, on voit effectivement que nos intellectuels sont aux abonnés absents. Je prends même le cas actuel du Burkina, où on voit que la plupart des intellectuels sont versés désormais dans la politique, donc, et produisent moins, donc servent de moins en moins de références aux jeunes qui veulent venir dans le milieu. Donc, mais justement, qu'on les retrouve en politique, est-ce que c'est mauvais? Si c'est des personnes éclairées, c'est des personnes averties de certaines questions, ça devrait être bon, il devrait venir bonifier plutôt cette arène-là. Malheureusement, je ne saurais dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils rentrent en politique, mais ce qu'on observe, c'est que ce n'est plus les mêmes intellectuels qui sont au départ. On trouve des gens carrément qui sont aux antipodes de leur personnalité, et donc je ne sais pas, est-ce que la politique pervertit l'intellectuel ou bien est-ce que la politique permet de découvrir en réalité. Laurent Badou l'a dit, ça révèle. Est-ce que c'est ça qui les révèle? Je ne saurais le dire. Mais comme je ne suis pas dans la politique, je ne sais pas quelle est la formule magique que les politiciens utilisent pour autant pervertir et aussi autant réduire les intellectuels. Parce que lorsque vous regardez un intellectuel qui est sur la scène politique et un intellectuel qui est en dehors de la scène politique, ce n'est pas le même personnage. Et donc, vraiment, c'est un phénomène qui est propre à l'Afrique, qui est propre aux intellectuels africains. Parce qu'on a des intellectuels qui ne s'assument pas. On a des intellectuels qui, lorsqu'ils sont en politique, et ils veulent en faire une carrière, ils veulent rester. Et il y a des principes qu'ils sont prêts à bafouer, qu'ils ne respectent plus. Donc je pense que... mais tout ça, pour moi, ça dépend du caractère de la personne, ça dépend de la personnalité même de cet intellectuel-là. Mais il y a des intellectuels qui ont pu s'affranchir, qui ont réussi à dire la vérité, quitte à démissionner. Bien sûr qu'on les compte du bout des doigts. C'était ma seule question de Général Guèye. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, c'est un rapport que nous avons eu un peu la synthèse, qui documente donc sur les malaises sociaux, les tensions et autres violences politiques en Afrique. Donc, il est intitulé de façon complète les nouvelles pathologies de la démocratie en Afrique, crise de l'état de droit, de la démocratie représentative et de la gouvernance. Et nous savons aussi, quand on parle de recherche, quand on parle de think tank, il y a bien de centres qui ont fait des rapports, notamment sur la démocratie, on va dire même c'est la première matière. Vous parlez de nouvelles pathologies. Alors expliquez-nous en quoi il y a de nouvelles pathologies dans la démocratie proprement africaine. Quelle est votre matière justement? La matière, nous sommes partis du postulat qu'en observant juste la scène politique ouest-africaine d'ailleurs, la scène politique ouest-africaine, on a vu que les pays ouest-africains étaient minés par la même pathologie. La plus grande pathologie, c'est le troisième mandat, qui, vous avez vu qu'en moins de 3 mois, ça a pris tous les pays, au moins 3 grands pays. Ensuite, on a la question de la bonne gouvernance, qui est aussi une autre pathologie qui mine nos pays. Et enfin, on a la question des coups d'État. Alors, mais on a remarqué que pour la question, je commence par la dernière pathologie, pour la question des coups d'État, elle a été remplacée de façon ingénieuse et pernicieuse par le troisième mandat. Et on a fait le point, on a remarqué que avant, on décriait les coups d'État, et même jusqu'à présent, on a toujours condamné les coups d'État. Mais lorsqu'on fait le point, on se rend compte que les coups d'État sont moins meurtriers que les troisième mandats. Quand vous prenez en Guinée, il y a eu 100 et quelques morts. En Côte d'Ivoire, il y a eu 80 et quelques morts. Regardez le coup d'État qui a été fait au Mali. Presque pas de morts. Donc c'est pour dire que en usant même des valeurs démocratiques, en abusant des procédures démocratiques, on est plus enclin à faire plus la violence que lorsque on va ouvertement même à la violence. Ce qui nous ramène à poser la question, est-ce que cette forme de démocratie appliquée à l'africaine
est-ce qu'elle est adaptée à nos pays africains? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de refonder cette forme de démocratie? Est-ce qu'elle est vraiment représentative? Est-ce qu'elle correspond aux valeurs que nous recherchons nous-mêmes en tant qu'Africains? Est-ce que nous ne sommes pas en train tout simplement de pérenniser ce que la colonisation a installé tout simplement, mais en la déformant? Donc c'est à ces questions que nous avons, que nous tentons de répondre et que nous tentons d'apporter des réponses. Donc c'est les nouvelles pathologies qui sont nées de la démocratie. Moi, quand je reprends les propos d'Alioune, qui est le fondateur de Africa Jom Center, lors d'un point de presse, c'était au Sénégal, il disait ceci, qu'il s'agisse du Togo, de la Guinée-Bissau, du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, la plupart des pays francophones de l'espace CEDEAO ont connu des problèmes avec la contestation des élections présidentielles, législatives et référendaires, avec des élus de moins en moins reconnus et de moins en moins légitimes. Il met un accent sur le caractère francophone. Oui. Est-ce que il y a une histoire qui est liée à cela, aux turpitudes que nous avons aujourd'hui? Bien sûr, il y a une histoire qui est liée à cela. Et les pays francophones sont généralement on va caricaturer ça comme ça, des bons élèves. Et des élèves qui copient bien et qui copient mal. Et lorsque vous regardez notre constitution, lorsque vous regardez notre code pénal, notre code de procédure pénale, c'est exactement des codes, que ce soit en Côte d'Ivoire, tous les pays francophones, il suffit de connaître le code pénal ou le code de procédure pénale d'un pays francophone, vous connaissez le code pénal de tous les autres pays francophones qui relèvent de la France. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas inséré des valeurs africaines, ou bien nous n'avons pas adapté ce que nous avons hérité à notre peuple. Nous avons tout simplement copié et on voit que de plus en plus ce n'est plus adapté à nos réalités. Mais malheureusement, nous sommes en train de forcer dans cette même lancée. C'est comme aujourd'hui on peut se demander, est-ce que cette forme de démocratie-là est adaptée à l'Afrique? Est-ce qu'elle est adaptée au Burkina? Prenons le cas du Burkina, est-ce qu'elle est adaptée? Quand on dit que la démocratie c'est l'expression du peuple, mais quand on en vient à exclure une partie du peuple, est-ce qu'il y a encore une démocratie? Quand on en vient à ne pas respecter les principes de bonne gouvernance, les principes du respect des droits de l'homme, est-ce encore une démocratie? Donc il y a lieu de revoir qu'est-ce qu'il faut exactement pour nos pays. Sinon, je pense qu'on est en train de partir en déperdition et je ne pense même pas qu'on appelle encore ça une démocratie. Vous posez le problème de savoir intégrer certaines de nos valeurs, pays par pays, qui pourraient contribuer à bonifier cette démocratie-là. Il y a ce fait, ça c'est une réalité, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas le lien avec justement cette France-là même, dans l'expression de cette démocratie qui continue d'intervenir d'une façon ou d'une autre dans ces anciennes colonies? Oui, on refuse de s'affranchir, mais je pense qu'on a eu notre indépendance, on l'écrit haut et fort, qu'on est des États souverains, mais la preuve est que lorsque les pays du G5 se réunissent pour discuter des questions sécuritaires, ça se discute hors des pays du G5 Sahel, ça se discute à Pau, en France. Et les solutions viennent des autres pays. Pire, le financement vient, on attend le financement des autres pays. Mieux, on est toujours dans la théorie du complot en disant que c'est les autres. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause des autres pays. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous apprenions à nous assumer. Et je pense que c'est la meilleure manière de trouver des solutions. Si on continue à accuser les autres, si on continue à fomenter cette théorie du complot-là, évidemment, on va tout le temps s'ériger en victime et on ne va pas trouver des solutions. Mais le cas de la Côte d'Ivoire nous a démontré que ce n'est pas vraiment une théorie. Le cas de la Côte d'Ivoire nous a démontré effectivement que ce n'est pas une théorie. Mais est-ce que vous pensez que Alassane ne pouvait pas s'assumer en disant, ok, au regard de ma quête de paix, au regard de la stabilité de mon pays, je préfère ne pas faire le troisième mandat. Ou bien, même si je vais faire le troisième mandat, je laisse concourir les autres.
Et comme ça, on verra. Peut-être ça allait désamorcer un peu cette crise qui est là en Côte d'Ivoire. Non, mais je veux dire que la trajectoire même que prend ce pays, bon, c'est pas ça le sujet faussement, n'est pas, on ne peut pas enlever la France, on ne peut pas enlever la France là-dedans. C'est depuis Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas enlever la France dedans. Quoique, j'ai envie de revenir sur le propos que vous aviez. Vous dites, on ne peut pas exclure et puis parler du cas burkinabé et puis ne pas respecter les droits de l'homme et se dire qu'on est en démocratie. Concrètement, si on prend le cas burkinabé, quelles sont nos valeurs qu'on pourrait intégrer dans nos textes qui pourraient changer la donne? Et puis comment? Je pense qu'il faut, pour ça d'abord, il va falloir questionner nos valeurs traditionnelles. Et nos valeurs traditionnelles, je pense qu'elles dépendent d'une région à une autre. Et la meilleure manière, c'est de faire une assise et de chercher à intégrer toutes ces valeurs que nous en avons. Et je pense que c'est une richesse incommensurable que nous pouvons en tirer. Et moi, assis ici, je me dirais que je suis trop petit pour étendre ces valeurs. Parce que je me dis que je ne suis pas bien placé pour ça. Mais, à mon humble avis, en faisant des assises nationales, nous allons réussir à trouver qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce que nous pouvons tirer de nos valeurs ancestrales qui soient adaptées. Prenez même les différents codes, le droit. Le droit se dit en français. Comment vous pouvez dire le droit en français alors que 80% est analphabète? 80% de ceux même qui sont condamnés, généralement c'est des gens qui ne comprennent même pas français. Donc ils ne comprennent même pas la leçon. Et c'est ça qu'on dit, c'est même ces avantages que ces groupes terroristes tirent de nos droits pour instaurer la charia. C'est ça. Ce que vous dites est délicat, mais en même temps, ce ne sont pas ceux qui ne connaissent pas le droit qui violent justement les textes de droit, mais c'est plutôt ceux qui en maîtrisent, qui trouvent des superfuges, qui trouvent des manèges pour justement se tirer d'affaire, comme le cas des troisième mandats que vous avez posé tout à l'heure. Et d'ailleurs même c'est une des questions que je voudrais sur lesquelles on revienne, parce que quand je vous ai écouté, vous avez décrit la situation des troisième mandats en Afrique, mais en même temps, est-ce que ça ne pose pas une question de compréhension de la démocratie? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a la démocratie vue sur le plan de la légalité, qui voudraient qu'elle s'oppose à une démocratie vue sur le plan aussi de la légitimité. Quand on revient sur le cas du Burkina Faso, il y a eu la question de la révision de l'article 37 à un certain moment. D'autres disaient c'est constitutionnel, on a bien droit de réviser, de demander l'avis du peuple. Il y a d'autres qui disent de façon, on sait qu'on peut le faire, mais dans la légitimité, ça posait problème. Comment on appréhende ce type de situation véritablement? Bon, moi je pense que on appréhende ce type de situation, je pense qu'en étant assez critique envers soi-même. Si on refuse la critique envers nos textes de loi, nos procédures, ça ne va pas aller. Quand vous prenez la démocratie à la burkinabé, comme vous l'avez dit, il y en a qui ont parlé de légitimité, il y en a qui parlent de légalité. Mais quel est le juste milieu entre les deux? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met l'accent sur la légitimité ou bien on met l'accent sur la légalité? Qu'est-ce qui est plus utile pour la nation? Est-ce la légalité ou est-ce la légitimité? Quelle est votre opinion là-dessus? Où est-ce qu'on doit trouver le juste milieu? Quelle est votre opinion là-dessus? Pour moi, pour bien diriger un pays, la première valeur qu'on doit avoir, le premier pouvoir qu'on doit avoir, c'est la légitimité. Parce que si vous n'avez pas la légitimité, vous pouvez être sûr que vous risquez de finir comme Ibeka. Ibeka avait la légalité, mais Ibeka n'avait plus la légitimité. Il a été plébiscité lors de son dernier mandat. Mais vous avez vu que son mandat n'est pas arrivé à terme. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a plus de 70% des suffrages, il n'arrive pas à finir son mandat et il n'y a pas quelqu'un qui puisse élire et qui puisse défendre ce même président qu'on suppose qui a été voté à plus de 70% de sa population? Moi j'ai un problème, c'est que Ibeka, c'est la légitimité elle est fluctuante. Si Ibeka est devenu président, c'est qu'au-delà même de tout, parce que l'élection c'est quoi? L'élection c'est l'expression de la légitimité.
c'est parce que vous êtes légitime que, c'est-à-dire que vous avez le plus de voix. Donc, vous partagez, en tout cas, vous arrivez à convaincre le plus de vos citoyens, le plus grand nombre de vos citoyens. Donc, Ibeka, il était légitime. Maintenant, après, c'est fluctuant. À un moment donné, vous ne l'êtes plus. Maintenant, comment est-ce que, même quand vous ne l'êtes plus, on vous permet de terminer votre mandat et que la sanction se fasse dans les urnes? Parce que là aussi, c'est ça la démocratie. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que Ibeka, effectivement, il avait la légalité et la légitimité. Quand il commençait son mandat. Oui, quand il commençait son mandat. Mais il avait la légitimité de combien de millions d'habitants? Il avait la légitimité de ceux qui l'ont voté. C'est-à-dire du suffrage exprimé. Puisqu'il y a une partie du territoire qui n'a pas pu exprimer son suffrage. Attention, c'est exactement le cas du Burkina. Il y a une partie qui n'a pas pu aussi s'exprimer. Donc, la légitimité que le président issu des urnes là, que le nouveau président va avoir, sera, si on veut être juste et si on veut être clair, objectif, c'est la légitimité de, je pense que c'est 3 millions, non? Nous sommes environ 20 millions. Et donc, il y a 3 millions qui sont allés voter le président. Et donc, le président sera élu avec quelques 1 million. Voilà, quelques 1 million. Voilà. Donc, je peux dire que même, on peut l'accorder même 3 millions. Puisqu'on suppose que les gens se sont enrôlés, oui, il n'y a pas de problème. Mais et le reste, et ceux qui ont été empêchés d'exprimer leur voix, leur choix, vous ne pouvez pas occulter cela. Et donc, c'est le cas qui est arrivé à Ibeka. Donc moi, je pense qu'il y a lieu de concilier les deux. Et à un moment donné, voilà pourquoi on donne les mandats de fois 4 ans, de fois 5 ans. Il y en a qui partent jusqu'à 7 ans. Et on se dit qu'au moins, si au moins tu as été élu à un suffrage assez élevé, par exemple à plus de 50%, on se dit que au bout de 5 ans au moins, ça ne peut pas revenir à 0%. On se dit qu'au bout de 5 ans, tu dois pouvoir quand même terminer ton mandat en étant toujours légitime aux yeux de ceux qui t'ont voté. Et ça ne peut pas aller aussi décadent que ça. C'est vrai que Alioune parlait même d'une démocratie d'imposture et de mensonge. Absolument. Maintenant c'est le fait de qui? Du politique qui n'arrive plus à intéresser les citoyens au processus, parce qu'à la fin c'est ça. Si vous êtes 20 millions et que c'est seulement 1 million qui décide pour qui sera président pour tous les 20 millions, maintenant les autres ils ravalent leur goût, ils attendent jusqu'à ce que lorsqu'ils ne supportent plus, la seule expression c'est dans les rues, c'est-à-dire il n'y a pas de vraie démocratie. Oui. C'est exactement ce qui est arrivé en octobre 2014. Le président venait d'être élu, il n'a pas terminé son mandat, et si vous avez remarqué, la majeure partie des citoyens sont sortis pour retirer la légitimité du président, bien qu'il soit légalement et valable. Donc c'est pour dire que on refuse de faire un toilettage de notre démocratie. On se base sur des textes désuets, sur des textes qui arrangent juste l'élite politique, mais qui n'arrangent pas le reste de la population. Parce que chacun veut asseoir son pouvoir. La preuve est que le mandat d'Alassane Ouattara qui a été prorogé, je peux dire qu'il a été prorogé, mais c'était finement fait dans les règles de l'art. Il a utilisé la démocratie, il a utilisé les textes. Voilà pourquoi il a fini d'abord son premier mandat. Ensuite, il s'est évertué à changer la constitution. Donc, on ne peut pas chaque fois se cantonner, nous, en Afrique, on ne peut pas chaque fois se cantonner sur les textes. Il faut aussi à un moment donné faire un recul et voir est-ce que ces textes-là sont adaptés. Si ce n'est pas adapté, qu'on fasse des assises et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui peut faire avancer la population sans qu'il y ait de crise. C'est vrai que ce qui est criminel, vous l'abordez avec le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la limitation des mandats. Mais parmi les propositions, j'avais vu les autorités doivent organiser un sommet de la CEDEAO réservé à la limitation des mandats présidentiels à deux pour tous les États membres, faire l'état des lieux sur l'application du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, sur le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Vous avez encore foi en ce que le chef d'État de la CEDEAO peut s'asseoir pour dire on va limiter le nombre de mandats à 2 et que ce soit discuté. Lorsqu'on les voit gênés,
pour parler même à quelqu'un comme Alassane, gêné pour parler à quelqu'un comme Alpha Condé, gêné d'aborder la question. Lorsque l'un des leurs, Umbalo, dit le 3e mandat c'est chrysogène et qui n'est pas suivi, ça fait juste rire et puis après on passe à autre chose. Vous avez confiance à ces messieurs-là? Ce que les gens appellent syndicat des chefs d'État? Non, ce n'est pas une question de confiance, mais au moins c'est une question de plaidoyer et de faire l'état des lieux. Nous, on est persuadé qu'il y aura une nouvelle, permettez-moi le mot, une nouvelle race de politiciens, d'une nouvelle génération de politiciens qui va venir après cette génération-là. Et quand vous remarquez, c'est des présidents d'une même génération qui sont en Afrique de l'Ouest présentement, à part le dissident effectivement Umbalo. Vous avez remarqué que son âge il n'est pas de la même génération que les autres présidents. On se dit que forcément il y aura cette transition générationnelle là et elle ne va pas tarder, elle ne saurait tarder, et même si ce n'est pas par la force des choses, le temps au moins fera le travail, ça c'est clair. Donc c'est pour vous dire que si on ne continue pas à marteler, si on s'éteint, par fini ça va être légitimé, ça va être légalisé. Mais si on continue à marteler, on se dit que ceux qui vont prendre cette transition-là, ceux qui vont prendre après la génération-là, ils sauront qu'au moins, il faut en tenir compte. Mais si on s'éteint, on regarde, on n'a pas grand espoir. On sait que peut-être à 2%, ça peut marcher. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, ce n'est pas pour autant qu'il faut se taire là-dessus. Eux-mêmes, ils en sont conscients sur la question. Bon, c'est vrai que vous parlez des générations, mais il y a d'autres qui viennent jeunes et puis qui changent après, hein, on voit les forts et autres. Voilà, vous venez, vous êtes jeune. C'est-à-dire que jeunesse, ça dépend de qui n'est pas forcément, voilà, jeunesse n'est pas forcément synonyme de nouvel esprit. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais on est d'accord que aussi l'esprit général, l'esprit de la communauté est en train de changer. Ce qui pouvait passer avant ne passe plus. C'est comme au Burkina. Il y a des choses qui passaient. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a plus de super ministres, il n'y a plus de super personnes qu'on ne peut plus toucher. Ou il n'y a plus de petits frères ou de belles-mères puissantes qu'on ne peut pas toucher. Donc vous voyez que tout le monde au moins se méfie. Même si on a des hommes forts, ils savent que quand même il y a une limite. Je pense que quand même il faut reconnaître que les choses sont en train de changer difficilement. Mais quand même c'est en train de changer. Et ça ne saurait changer que dans la douleur, ça c'est clair. D'accord. On va peut-être s'attarder sur un autre aspect qui est surtout votre domaine de compétence, la sécurité, appliqué donc à la situation de Burkina Faso avec ces élections. Le point que certains font de cette sécurisation des élections, c'est que ça fut une réussite parce que véritablement on a réussi à contenir des attaques, et d'autres par contre estiment qu'il y a eu non seulement l'attaque de Tinakov et aussi la question même du financement de la sécurité de la campagne. Et quelle est votre approche de la question? Moi, je ne dirais pas qu'il y a eu une réussite ou un échec. Du moment qu'il y a eu des pertes en vies humaines, même si c'est une seule personne, pour moi, il y a problème parce que l'État doit être en mesure d'assurer la sécurité de ses populations. Mais ce qu'on peut noter avec satisfaction, c'est que je peux dire que on ne s'attendait pas peut-être à ce que ces élections se passent aussi de façon calme dans des zones, surtout les zones rouges. On s'attendait peut-être à ce que les groupes terroristes attaquent, mais on voit que quand même il y a eu peut-être une anticipation et un plan de sécurisation pour ces zones, et qui a permis effectivement à ce que les citoyens puissent remplir leurs devoirs de citoyens. Mais pour moi, la question reste posée. Il ne suffit pas de déployer les moyens circonstanciels pour juste la période de la campagne. Il faut songer de façon pérenne à récupérer. Il faut une stratégie de récupération des zones que nous avons perdues. Il faut une stratégie de sécurisation de nos populations. Et c'est ce qu'on ne voit pas jusqu'à présent. Parce que si on ne le fait pas, la situation est en train toujours de descendre vers les grandes villes. Et malheureusement, nous qui sommes dans les grandes villes, nous nous contentons de ce qui se passe autour des grandes villes et non en dehors des grandes villes. Et je vous assure que la situation est déplorable en dehors des grandes villes. Et il faut vraiment que nous prenions ça au sérieux après les élections, que
que le gouvernement qui va venir puisse sécuriser comme ils ont pu sécuriser pendant les élections et les populations. Il y a surtout le fait qu'on a pu tenir ces élections dans un contexte où il y a certaines communes, il y a certaines régions, une grande partie en tout cas du territoire qui n'a pas pu voter. Est-ce que véritablement ça ne porte pas un crédit à la légitimité dont vous faisiez mention tout à l'heure, parce qu'il y a une partie justement du territoire qui n'a pas été intégrée au processus? Oui, c'est ce que je disais, et je pense que ça... Et on peut en vouloir à toute la classe politique, hein, ce n'est pas au pouvoir en place seulement, parce que la classe politique a été d'accord pour exclure une partie de la population au vote. Donc pour moi, il y a une crise effectivement de légitimité dans ces zones-là. Imaginez que ces zones-là disent ok, nous on ne reconnaît pas et les dirigeants que vous avez choisis, parce que nous on n'a pas eu l'occasion de nous exprimer. Qu'est-ce qu'on fait? Et pire, il y a des élections locaux qui viennent, municipales qui viennent. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des communes qui ont disparu? Est-ce qu'il va falloir revoir l'organisation administrative du Burkina? Ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on est d'accord qu'il y a des communes aujourd'hui qui n'existent plus. Il n'y a même plus de population, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, pas des communes entières. Est-ce que le principe, c'est pas s'adapter? Parce que on a décidé d'écarter une partie des Burkinabés, mais est-ce que c'est les écarter? Est-ce que ce n'est pas s'adapter à la réalité du moment? Sinon, peut-être qu'on va garder un président et une assemblée nationale telle quelle jusqu'à ce qu'on finisse de régler le problème sécuritaire. Oui, supposons que c'est le cas. Je pense que c'est bien, on a quand même résolu une crise peut-être politique qui allait venir. On a pu s'adapter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Non, je suis d'accord qu'il y a une offre qui doit être plus conséquente. Voilà. Et je crois aussi que c'est ce à quoi servent les élections, c'est de regarder dans toutes les offres qui sont faites quelle est la meilleure. Et c'est c'est cette offre-là qu'on épouse, et c'est lui qui devient président. C'est sur les sujets aussi transversaux, c'est sécurité, c'est emploi, c'est selon celui qui va voter et ce qu'il met en premier. Je crois que la solution aussi vient des élections. Mais le problème, et on revient à ce que vous disiez à un moment donné, la démocratie d'imposture, c'est-à-dire que on est à un moment donné où ceux qui décident ne sont pas vraiment les plus nombreux. C'est ça. Mais maintenant, est-ce que ça va être les préoccupations parce que si on a pu faire ces élections-là, ça a une partie du peuple, ça a une partie du territoire. Est-ce que en 4 mois, 5 mois, on pourra organiser ces mêmes élections sur l'ensemble du territoire? Est-ce que le gouvernement qui va venir là va prendre un programme de choc pour rapidement reconquérir? Si vous avez remarqué, j'ai parlé tantôt de rapidement mettre en place une stratégie de reconquête des zones dont on a perdu le contrôle. Pour moi, c'est essentiel, c'est nécessaire, c'est primordial. Sinon, on va se retrouver confronté à d'autres difficultés. Regardez, aujourd'hui, nous avons plus d'1 million de personnes déplacées internes. Donc, ça veut dire, sur 20 Burkinabés, il y a une personne qui ne vit pas chez elle. Et si vous avez remarqué, la criminalité a augmenté dans les grandes villes. Les grandes villes autour des lieux où se trouvent les personnes déplacées internes. Il y a d'autres phénomènes qui vont venir se greffer à tout ce phénomène terroriste-là. Donc si on ne résout pas ce problème rapidement, si on ne trouve pas des solutions, si on ne reconquérit pas, on n'arrive pas à reconquérir nos zones, il faut être sûr que nos villes seront rapidement asphyxiées. De tous ces mots-là, criminalité, délinquance et terrorisme, et tous ces mots seront concentrés sur les grandes villes. Et là, ça va exploser. Tout à l'heure, le juge faisait remarquer que les élections aussi, c'est souvent l'occasion de faire des offres sur des questions précises. Et quand on regarde les différents programmes des candidats, pour ceux qui sont les plus sérieux, sur les questions par exemple de fiscalité, de mobilisation de l'assiette fiscale, on a vu que certains se sont attachés les services d'experts, en tout cas des personnes qui se connaissent en la matière, pour faire des offres assez intéressantes.
Mais sur la question de la sécurité, vous qui en êtes un expert, est-ce que vous avez senti véritablement qu'il y a eu un travail de par les candidats et leurs programmes pour offrir véritablement une réponse à la situation terroriste au Burkina Faso? Est-ce que ce qui a été fait comme proposition, parce que la majeure partie parle de négocier avec les forces terroristes en place, disent qu'on va savoir ce qui nous attaque et comment, et quels sont les mobiles, sauf le président Kaboré qui dit il n'y a pas lieu de négocier, nous allons les combattre, nous allons donner en tout cas tous les moyens nécessaires pour combattre cette situation-là. Quelle est votre appréciation de tout ce qui a été donné, de constater au cours de cette campagne électorale? En faisant l'analyse de tous les programmes sur le plan sécuritaire, moi personnellement, je n'ai pas vu une offre qui sort du lot, une offre qui allait nous permettre vraiment rien que de stabiliser le pays. Et quand on a analysé le programme du président sortant, on a vu qu'il était dans la continuité de ce qu'il a commencé. C'est-à-dire renforcer les VDP, renforcer l'équipement des forces de défense et de sécurité, augmenter l'effectif des forces de défense et de sécurité, ce sont ces axes, et réorganiser l'armée et mettre en place la politique de défense et la politique de sécurité. Donc on voit que c'est dans la continuité de ce qu'ils avaient commencé. Et aussi, l'un des faits marquants, c'est qu'il a été clair qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. Donc jusqu'à présent... Ceci étant une force ou une faiblesse dans son offre? Je pense que c'est une faiblesse. Parce que pour le moment, il y a le sang qui est en train de couler, il y a des violences. Et pour moi, jusqu'à présent, on n'a pas encore pris le courage ou le temps de diagnostiquer quel est le vrai problème sécuritaire du Burkina. Pire, on est en train de compliquer, on est en train de complexifier même l'espace sécuritaire en créant d'autres structures comme les VDP. Parce qu'en matière de sécurité, en matière de menaces, plus vous avez des acteurs, plus c'est difficile de trouver des solutions. Parce que la multiplication des acteurs rend le phénomène hybride, rend le phénomène complexe. Vous avez d'un côté des groupes terroristes qui se servent des groupes criminels, des groupes de braconniers, de délinquants pour atteindre leurs objectifs. Vous avez une position aussi des groupes d'autodéfense qui sont censés aider le gouvernement pour aboutir, pour juguler la menace. Ok. Supposons que le gouvernement arrive à l'aide des groupes d'autodéfense et des VDP à juguler la menace. Quelle est la contrepartie pour ces groupes d'autodéfense? Quelle sera la contrepartie pour ces groupes d'autodéfense? Parce que nous avons vu les mêmes exemples au Mali. Regardez au Mali, à l'accord d'Alger, il y a combien d'entités? On a la GATIA, on a la MSA, qui sont des groupes maliens qui sont différents de l'armée malienne. On a l'armée malienne, on a le groupe Touareg, et on a d'autres entités. Donc tout ça pour faire la paix après, quand on a pu chercher les terroristes. Donc vous voyez que jusqu'à présent... Mais on a comme l'impression que vous êtes dans une réflexion a posteriori, alors que pour l'instant c'est une réponse, une approche a priori. Non, pas du tout. Il faut dire que c'est maintenant, il y a une situation qui est là, comment on la règle, comment on sécurise le territoire et les populations, en attendant de voir comment est-ce qu'on gère les personnes qui ont contribué. Ah non, il ne faut pas créer une menace plus grave que la menace actuelle. Pour moi, une crise intercommunautaire, parce que n'oubliez pas que les groupes d'autodéfense sont des bases communautaires. Si on refuse de le voir, ça va se retourner contre nous. On le sait très bien. On a d'un côté les Dozo, on a les Korluego, on a les Korluego du centre, on a les Korluego de l'Est, on a les Korluego du centre-nord, on a les Korluego de la nouvelle génération, on a les Korluego de l'ancienne génération. C'est très complexe. Et ensuite, dans ça, on a les VDP. Alors, et tout ça, c'est à base communautaire. Et les VDP sont au sein des communautés. Imaginez qu'un jour, il y ait, comme c'est courant, des tensions entre des communautés qui ne sont plus armées de gourdins ni de bâtons, mais qui sont armées désormais de kalash. Moi, je crains plus une crise intercommunautaire qu'une crise terroriste. La menace terroriste, elle est plus gérable, facilement gérable, plus maîtrisable
que la menace intercommunautaire. Ah bon? Regardez le cas de la Centrafrique. C'est vrai ce que vous dites, mais quand on regarde aussi les dynamiques, ce qui avait été donné un peu comme justificatif, c'est que les personnes qui paient le loup tribut, c'est bien les populations, et elles-mêmes ont décidé aussi de s'organiser d'une certaine façon et de dire qu'on veut être acteur dans le système de notre propre sécurité. Et donc, on veut un caractère plus inclusif. Et c'est pour cela, quand on parle de la question des VDP, de ce qui nous était donné, parce qu'il y avait des craintes que nous émettions au départ, on entendait le politique, l'exécutif nous dire que ne craignez pas, ce n'est pas des gens que vous aurez en première ligne, c'est des gens qui participeront beaucoup plus sur le modèle renseignement et un certain nombre d'éléments. C'est vrai que petit à petit, on les retrouve un peu plus en avant, puisqu'on en apprend qui en arrive à perdre la vie et tout. Exactement. Est-ce que ça veut dire que ça a été juste un justificatif qui a été donné et que dans les faits, sur le terrain, ça n'a rien à voir, parce que je pense que vous avez fait des travaux là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on a des VDP qui sont armés, mais qu'on nous dit qu'ils sont sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Ok. Ça, c'est la version donnée officiellement. Effectivement, ils sont sous le contrôle pour le moment des forces de défense et de sécurité. Mais ils sont en ligne de front. Pas plus tard que hier, vous avez entendu qu'il y a eu combien de VDP qui sont tombés? 4 VDP et plusieurs autres disparus. C'est pour vous dire que s'ils continuent à payer le loup tribut, forcément il y aura des conséquences, il y aura des répercussions sur cette collaboration, sur ce tandem. Et aussi, si on les avait, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord même avec le gouvernement, si on avait cantonné ces VDP là dans un rôle de renseignement, sans pour autant les armer, et faire en sorte que la population cultive désormais la sécurité, c'est-à-dire produise la sécurité et non que nous produisons la sécurité pour la population. Donc changer ce paradigme-là déjà, ça allait être bien. Mais si nous voulons tout de suite des résultats concrets en armant des civils pour qu'ils puissent défendre la nation, je pense que l'autre conséquence, c'est qu'un jour, cette même communauté-là, ces mêmes groupes-là se retournent contre nous parce que ils vont aussi demander des comptes, parce qu'ils veulent aussi certains droits, parce qu'ils sont en train de payer le loup tribut jusqu'à présent. D'accord, on aura certainement l'occasion de poursuivre ce débat sur cet aspect sécuritaire. Merci à vous, Mamadou Savadogo, membre expert de Afrikajom, un think tank panafricain qui en tout cas travaille sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique. Merci d'être passé nous entretenir et merci à ceux qui nous ont suivis, à l'équipe technique de réalisation. On vous retrouve demain, vendredi, pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.